Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Tu viens à la maison jeudi pour voir le match ? Par cette question, mon père a créé un profond vide en moi que j'ai mis quelques jours à analyser. Non, je ne viendrai pas voir le match jeudi, papa, parce que c'est loin, 45 minutes de RER, parce que j'ai déjà prévu autre chose sans envisager cette option. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas revenu à la maison pour voir un match et que je n'y pense plus. Avant, la question ne se posait pas. Quand j'habitais chez eux, la quasi-totalité des matchs, on les regardait ensemble. Avant les matchs, on en parlait, après aussi. Parfois, 4 soirs par semaine, nous partagions cette passion silencieuse. D'abord, les souvenirs petits, les premières mi-temps des matchs, l'époque où j'étais encore assez petit pour me blottir contre lui dans le canapé, sursauter quand il le faisait, les matchs entiers le week-end avec la musique du multiplex en fin de saison quand les journées étaient longues et début de saison quand l'été touchait à sa fin et que les journées n'étaient pas courtes. Les deuxièmes mi-temps dans l'escalier où entre deux barreaux j'arrivais à apercevoir la quasi-totalité de la télé, puis un peu plus grand, prenant place dans le canapé à ses côtés, d'égal à égal, j'essayais de poser mes pieds sur la table basse, comme lui, mes jambes trop courtes m'obligeaient à des acrobaties discrètes et à tenir une position qui n'était pas très confortable. Peu importe, la main dans le haut du caleçon, comme lui, je n'y trouvais rien d'agréable, mais je pensais qu'il fallait faire comme ça. Puis plus tard, invitant les copains à la maison, les premières bières, les soirées galettes saucisses, les finales et tous les enseignements partagés sans compter. Toujours avec lui dans le coin, celui par qui tout a commencé. C'était une époque formidable, une époque où je ne consommais pas le foot, mais faisais mes premiers pas dans un monde qui m'émerveillait. Je rentrais sans le savoir timidement dans une passion qui certainement me suivrait toute ma vie. Et c'est par cette petite phrase que j'ai compris que si ces derniers temps je sentais la passion faiblir, l'excitation d'avant-match être moins grande car cette passion est devenue loisir. Pire, elle est devenue un loisir personnel. Je regarde plus d'une dizaine de matchs par semaine, la majorité je les regarde seul, sur l'ordi, dans ma chambre. Petit à petit, pensant que la passion ne se résumait qu'à l'objet football, aux articles que je lisais à côté, aux documentaires et livres que j'ingurgitais, aux matchs que je regardais différemment, j'ai perdu cette vraie passion, oubliant d'où elle venait. J'ai oublié que cette passion était avant tout collective. Le foot est un sport collectif qui se regarde à plusieurs, et à la fin c'est l'émotion qui gagne. Le beau, le sublime, le tragique perd beaucoup de sa saveur s'il n'est pas partagé, en tout cas pour moi. Qu'aurait été la reprise de Zizou en finale de LDC si je n'étais pas en famille pour tous se regarder avec ces yeux ébahis de ceux qui ont vu quelque chose d'exceptionnel? Qu'aurait été la tristesse de la finale de 2006 si au lieu d'être en stage de foot avec 30 gamins de mon âge, j'avais été seul dans mon salon, une bière à la main? Je n'aurais certainement pas pleuré toute la nuit, j'aurais éteint l'ordi et je serais allé me coucher. Aussi loin que je puise dans mes souvenirs, tous mes souvenirs de foot qui m'apparaissent encore bien vivants dans la mémoire, tous ces moments dingues que j'ai en tête et auxquels je repense avec une émotion sincère, je suis toujours entouré. Alors oui, parce que les gros matchs se regardent à plusieurs, mais pas que. Je me suis rendu compte ce dimanche que j'avais plus vibré lors de la finale de la CAN alors que je ne supportais aucune des deux équipes que lors du match de Rennes-Marseille en Coupe de France, car j'étais seul. Et pour la CAN, nous avons partagé ça. Il y a eu les questions naïves de ma mère, les analyses de mon père avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, les changements de favoris de ma sœur en cours de match. Il y a eu tout ça et il y a eu une émotion forte, collective, partagée. Alors oui, cette passion est allée un peu trop loin, faisant de moi un expert et plus un enfant, préférant m'enfermer pour les grandes échéances pour ne rien rater, voir la télé en entier, analyser les temps de jeu. Alors oui, je sais désormais analyser les systèmes tactiques de bon nombre d'entraîneurs, réciter l'histoire d'une grande partie des clubs légendaires, citer au bas mot 1000 à 1500 joueurs, mais je ne vis plus le foot comme avant. Je vis le foot à travers des datas et des tableaux Excel. Je comprends le foot, mais est-ce que je le vis encore ? C'est ma résolution de l'année, refaire du visionnage de football un sport collectif, reprendre du plaisir à ne pas voir tout l'écran, à mettre ma main en haut de mon caleçon même si c'est pas très agréable, à regarder mon père en biais et sourire en voyant qu'il s'endort, à prendre mes potes dans les bras, se secouer, être éclaboussé par la bière, à revivre tout ça, à partager l'émotion et le beau, le tragique et la joie. J'ai décidé de revivre ma passion comme il faut, la retrouver, revenir à son essence et me rappeler pourquoi j'aime ce sport, pour les moments qu'il permet de partager avant tout, bien plus que pour un 4-4-2 en losange. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Poteau Carré. Heureux de vous retrouver au moins avec vous. On en partage des trucs, bordel. Nouvel épisode sur un club qui va mal. Et cette fois, on prend l'Eurostar. Pour aller dresser notre diagnostic. Docteur 11e art arrive pour réparer les clubs malades. Et avec moi pour opérer celui qu'on nomme le boucher de Kabylie pour ses interventions sur le terrain, mais qu'on appelle Bilal au doigt d'argent pour ses interventions brillantes au micro. Ça va ? Mais tu m'as pourtant jamais vu sur un terrain. Comment t'as
T'as pu trouver ce beau surnom qui me va bien. Si, il me semble que je t'ai vu une ou deux fois, mais. Ah bon? En tout cas, le tacle de pied décollé n'a aucun secret pour toi. C'est ultra cohérent. Et juste à sa droite, celui qu'on nomme l'anesthésiste quand il commence à parler de Guardiola pendant 42 minutes, mais le virevoltant senior quand son EHPAD le laisse venir participer à l'un de nos épisodes. Ça va, Alex? Ouais, ça va très bien. Bien touché aussi par ta petite intro là, qui me rappelle que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un match avec mon père et que ça me manque un peu. Mais outre ça, je me suis vraiment rendu compte qu'à force de devenir un pseudo spécialiste, je regarde de plus en plus les matchs tout seul et c'est quand même pas c'est pas la même chose. Tu sais, on est là devant l'écran et tu dis ok, je vois ça, je vois ci, oh putain il fait chier, tu critiques et machin. T'es beaucoup moins dans l'émotion quand t'es avec d'autres gens, même encore plus j'ai envie de dire avec des gens qui connaissent moins ce sport comme les finales de compétition internationale. Te plains pas trop parce que je sais que ça va plutôt bien en amour en ce moment. Je te souhaite le meilleur, mais tu vas voir qu'arrivera le temps où tu devras faire un choix. Et là, ça va être dur. C'est la parole de l'ancien, ça. Je le fais déjà. Vous me parlerez du score de PSG Real Sociedad que je ne pourrais pas voir. Ah ouais. Bon, les gars, direction Londres. On va parler blues des blues et je me comprends. Un des premiers plastic clubs, si on peut l'appeler comme ça, que l'on a aimé détester pour une partie de notre génération. Petrodollar d'abord, puis Mourinho, les succès, Drogba, Di Matteo, Kanté, Turel, Michael Essien, des championnats et des Ligues des Champions glanés, des records. Et voilà, on pourrait en citer encore autant de mots-clés qui permettent de se rendre compte de l'énorme histoire récente des pensionnaires de Stamford Bridge. Mais depuis le rachat de ce génial américain, rien ne va. Et l'on voit cette grande équipe gentiment s'installer dans le ventre mou du championnat, malgré des investissements qu'on peut dire pharaoniques. Messieurs, avant d'en arriver là et donc au rachat de Ted Boehly de Chelsea, peut-on revenir un peu sur l'histoire de ce club qui n'a pas exactement non plus attendu les pétrodollars pour exister, même si c'était plutôt discretos avant les années 2000? Ouais, comme tu le dis, Jules, plutôt discret. Le club a été fondé le 10 mars 1905. On est à Londres, on est en Angleterre, et en Angleterre, il y a une histoire du football qui est très riche. C'est l'ami Gus Mears, un riche homme d'affaires qui, avec son frère, ils font l'acquisition d'un petit stade d'athlétisme nommé Stamford Bridge. C'est vous dire l'histoire de ce stade légendaire. Et ils veulent en faire un terrain de foot. L'équipe de Fulham... Ce qui est bien, c'est que ça restait Stamford Bridge. Ouais, mais rien n'a bougé. Ça pourrait s'appeler l'Opel Arena, McDonald's Cheeseburger mes couilles, mais... C'est clair, et rien n'a bougé parce que entre ça et le nom de l'équipe, on a fait plein d'émissions où on est revenu sur l'origine des clubs et ça bouge souvent, on a les diminutifs qui changent. Ici, rien ne bouge. Et finalement, comme Fulham existe déjà, ils choisissent le nom de Chelsea, qui est l'arrondissement juste adjacent. Et c'est donc dans un quartier pub. Très huppé, quartier très très huppé de Londres. Alors Chelsea, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter très guindé, et mais quand même avec une culture pub, parce que c'est dans le pub du Rising Sun que est décidée l'appellation. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Mathieu Faury, que tu es allé interviewer, Jules. Il est correspondant en Angleterre pour Canal+, et il a eu la gentillesse de répondre à nos questions. On va parler un petit peu de Chelsea. Salut Mathieu, merci d'être là avec nous. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Donc nous on voulait te parler un peu de Chelsea depuis le rachat parce que ça a quand même pas mal bougé, et avant ça pour refaire un peu une remise en contexte, parce que étant donné qu'il y a je sais pas combien de clubs à Londres, est-ce que on peut commencer par parler un peu du Chelsea Football Club en général, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui sont les supporters de Chelsea socialement par exemple? Ouais, bien sûr, donc Chelsea Football Club, comme Crystal Palace, c'est un club qui date de 1905 à Londres, donc c'est un club très très vieux. C'est pas le plus vieux, donc c'est le club le plus vieux, c'est officiellement le Fulham Football Club, son petit voisin qui date de 1879. Et Chelsea, c'est un club intéressant dans les clubs de Londres. En fait, quand tu pars du centre-ville, c'est le club le plus proche du centre avec Arsenal. Arsenal, tu pars un petit peu dans le centre. Chelsea, tu vas un petit peu dans l'ouest. Mais tu es vraiment dans le centre-ouest très riche de Londres. Quand tu vas dans le quartier de Chelsea, c'est un quartier qui est juste au nord de la Tamise quand tu pars à l'ouest. Et c'est quand tu vas vers les quartiers les plus riches de Richmond, qui est un peu plus loin, de Wimbledon, de Parsons Green, de Fulham, de Chelsea. C'est des quartiers typiques, c'est en dessous de Notting Hill. Pour ceux qui ont vu le film Coup de foudre à Notting Hill, c'est le cliché du glamour londonien un peu assez chic. Donc c'est là où tu as beaucoup de
C'est un peu après le quartier de Kensington où tu as toutes les ambassades, beaucoup de palais, en fait, carrément, on peut dire des villas, des palais de personnes très très riches ou de nobles un petit peu londoniens. Donc, ouais, c'est un club qui est très ancré dans une partie riche de Londres, mais qui est à la fois très proche du centre. Et du coup, ouais, c'est un club qui a un peu cette réputation d'un club chic aussi. C'est un club assez glamour, tu vois. Il y a pas mal de Français quand ils viennent vivre à Londres. En fait, les Français, depuis la France, on s'attache beaucoup à Arsenal. Et les Français qui viennent à Londres s'installer, en Angleterre, s'attachent beaucoup à Chelsea. Parce que c'est un quartier, quand tu y vas pour la première fois, c'est assez coup de cœur. T'es bien branché par rapport au centre-ville. T'es dans un quartier où t'aimes vivre, où t'aimes sortir. C'est un quartier qui bouge beaucoup. Donc c'est un club qui a un peu l'image de son quartier. C'est un quartier où il fait bon vivre. On aime bien. Merci beaucoup à Mathieu Faury pour cette interview que vous pourrez retrouver très rapidement sur tous nos réseaux. Et pour continuer sur ce qu'il disait... Le club aussi, entre saisons plutôt mitigé et plutôt bonne performance, entrecoupé évidemment des deux guerres mondiales. Il n'y a pas de titre majeur. Le premier titre, il intervient en 1955 avec le championnat d'Angleterre. Et pour la petite histoire assez rigolote, c'est que c'est l'époque où la FA a la main mise sur le championnat et il refuse que le club participe à la Coupe d'Europe des clubs champions qui vient d'être créée à ce moment-là. Donc Chelsea aurait pu être le premier club anglais à participer à cette coupe, mais il n'en sera rien parce que évidemment ils ont peur que ça dévalue l'intérêt de leur championnat. C'est pas mal comme anecdote, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même monté vite pour gagner le championnat et ils auraient pu être le premier à participer à ça. Carrément, et je vous encourage tous à vous renseigner sur la naissance de la Première Ligue et de l'opposition à la FA qui, vous le verrez, était loin d'être visionnaire. L'équipe connaît une grosse période de creux dans les années 70-80 avec notamment un réaménagement du stade qui met en péril les finances du club. J'aime bien la grosse période de creux qui dure 20 ans. Ouais. On dirait ma scolarité. Bon bah voilà, Jules a eu un petit problème dans sa scolarité pendant 22 ans. Il a disparu de ses 7 à ses 27 ans, mais tout s'est bien passé ensuite. Et évidemment des problèmes de hooliganisme. Et ça, on sait tous que l'Angleterre a connu des périodes terribles. Ils font le yo-yo entre la première et la deuxième division et ils finissent par se stabiliser et participent à la naissance de la Première Ligue. C'est ce que j'allais dire, on peut vous renvoyer un de nos vieux podcasts sur la création de la Première Ligue où on voit le rôle prépondérant du Chelsea Football Club dans la création de la Première Ligue. Ils font alors une finale de FA Cup en 94 avec un certain Glenn Hoddle et ils commencent à envoyer de l'oseille. Alors je suis désolé, je passe très vite sur ces années-là, mais parce qu'on a tellement à dire sur ce qui s'est passé ensuite. Et ils commencent à envoyer vraiment de l'oseille en 96 avec mon cher Jules, un entraîneur-manager que tu apprécies particulièrement. Pep Genesio. Pas vraiment. En 96, c'est un petit indice, c'est ton pseudo Insta. Ah bah oui, Rude, et voilà. Bien sûr, notre ami Rude. Tout à fait. Et ils envoient aussi pas mal d'argent. Marcel Desailly, Franck Leboeuf, le Norvégien. Toré André Flo. Oh bah putain, à l'ancienne. Évidemment. Toré André Flo, on dirait pas genre le blast de Flo dans des milieux libertins. Clairement. Non mais donc c'est quand même la preuve que du coup avant l'arrivée des pétrodollars etc ça commençait déjà à mettre parce que Ruud Gullit c'est quand même une grosse star quand il arrive. De Sailly c'est Marseille, Milan AC, Ligue des Champions. Donc déjà Chelsea commençait à se faire une place grâce certainement à leur rôle prépondérant dans la création de la Première Ligue dans la fin des années 90, une place plutôt cool. Et évidemment Gianfranco Zola qui est un joueur exceptionnel, magnifique, un 9,5 on peut dire, non? On le définirait pour comme les ça. Pour les plus jeunes, do you know TJ Savanier? un peu plus élégant. Ouais, et donc du coup on arrive au début des années 2000, mais il y a quand même mine de rien, malgré tout le rôle prépondérant du Chelsea Football Club dans la création de la Première Ligue, dans les investissements, etc. Il n'y a pas de titre depuis 1955. Il n'y a pas de titre majeur. Il y a des FA Cup, mais il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat jusqu'à l'arrivée. Voilà, il n'y a pas de participation majeure en Coupe d'Europe. Donc du coup, on arrive au début des années 2000, juste avant du coup l'arrivée de Monsieur Abramovich. Tu veux nous parler un peu de ce début des années 2000
avant qu'on arrive à... Mon ami Alex parlait de quelqu'un, de Monsieur Zola, Gianfranco. Et effectivement, il y a une date qui est assez marrante, c'est mai 2003, un match Chelsea-Liverpool qui est le dernier match de la légende, une légende du club qu'il est. On rappelle quand même qu'il a plus de 300 matchs avec Chelsea et qu'il a marqué surtout par sa classe. Mais c'est surtout un match qui est important parce que c'est la qualif en Ligue des Champions qui se joue pour Chelsea, qui pourrait régler certains problèmes financiers, mais pas que, aussi augmenter l'intérêt pour un potentiel investisseur. Et cet investisseur, c'est Roman Abramovich. Chelsea va l'emporter ce jour-là avec un but de Groenker. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce beau joueur. Magnifique joueur, j'ai un poster dans ma chambre. Voilà. Et du coup, derrière, c'est bien Roman Abramovich qui va se décider à racheter le club pour une somme record pour l'époque, 200 millions d'euros, et surtout investir à foison derrière. Il va, dès le premier mercato, investir 170 millions d'euros sur 13 joueurs. En vrai, on va arriver du coup sur le début de l'ère Abramovich. Alex y reviendra dans sa chronique un peu plus tard, mais on va quand même revenir chronologiquement du coup sur les les premières pierres que pose Abramovich sur son empire londonien. Premier investissement, donc on le disait, un premier mercato de folie, et surtout c'est l'arrivée des capitaux étrangers, on va dire, en première ligue, dans le championnat qui est amené à devenir le plus grand championnat du monde. C'est ce que je disais dans mon intro, c'est un peu, nous quand on était jeunes, c'est un peu le premier club où on a l'impression qu'il sort de terre. C'est ça, et en gros, on pourra faire aussi un parallèle avec ce qu'a fait Todd Boehly aussi aujourd'hui. C'est un peu un club qui est symptomatique de certaines choses qu'on n'aime pas forcément dans le foot. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que premier mercato, il recrute du Makelele, du Moutou, du Duff, du Crespo, du Joe Cole, bref, et il contacte toute la planète. C'est vraiment un moment où... c'est vrai que c'est un peu une pub Benetton, quand tu cites les noms là. Ils ont envoyé, et première saison, deuxième de PL, avec Ranieri qui reste contre vents et marées d'ailleurs. Ils finissent deuxième et ils font la demi-finale contre... Parce que Ranieri était là avant l'arrivée d'Abramovich. Il était là avant, et justement... Qui pour moi est un truc qui est important de montrer, et on a parlé dans plusieurs clubs avec des investisseurs étrangers, notamment en France avec des Bulgaries machin, c'est que c'était entre guillemets un peu l'intelligence d'Abramovich, et qu'il est arrivé en mettant de la thune mais en gardant une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'il garde le coach qui est en place, ce qui à mon avis n'est pas arrivé souvent dans les rachats de clubs, de garder le mec qui était là juste avant. Après il le gardait, mais c'était parce que Ranieri avait des résultats assez vite, parce que la volonté initiale c'était vraiment de se débarrasser de Ranieri. Il peut arriver à l'été et le sauter. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Ranieri fait une deuxième place de PL la première année et demi de Ligue des Champions, et il dégage. Oui. Donc tu vois, c'est pas... Oui, mais tu sais, ça fait très penser au contexte PSG Comboiré. Ouais. Où en fait il est là, il a des résultats, et tu sens qu'à la moindre erreur il va se faire sauter. Et bon, j'ai du respect pour Comboiré, mais c'est pas Ranieri quand même, tu vois. Donc quand tu sais ce qu'a fait Ranieri, l'éternel soi-disant loser avant évidemment son passage à Leicester. Mais qui a fait mieux à Nantes, Ranieri ou Comboiré? Bref, ce sera l'occasion d'un autre podcast. Et donc du coup, tu viens de le dire, du coup la première saison de Ranieri est quand même très satisfaisante pour un rachat. Pourtant il se fait virer, et là arrive évidemment l'entraîneur que tout le monde s'arrache en Europe, le grand José Mourinho, qui vient d'enchaîner... Le futur entraîneur du Bayern, tu veux dire? Peut-être. Le grand José Mourinho qui sort d'une Coupe de l'UEFA remportée, d'une Ligue des Champions remportée, et qui, dès sa première saison, va remporter le titre et mettre fin à une disette de 50 ans au club. Et du coup, typiquement, il marquait tout de suite les esprits. On voit un peu les préceptes du mou quand il arrive à Chelsea, c'est que là, derrière, il fallait les passer. Chelsea, moi, je me rappelle à l'époque... Surtout là, on est obligé de faire une petite digression parce qu'on est quand même avec deux supporters... t'es quand même avec deux supporters de l'OM. On a le premier, moi c'est un des premiers gros déchirements de ma vie, même si tu t'y attends, c'est évidemment le départ de Drogba à Chelsea. Et donc par continuité, l'obligation de regarder tous les matchs de Chelsea et de jubiler quand il lâche un Allez l'OM en marquant contre le PSG en Ligue des Champions. Oui, mais et tu sais qu'on en parlait avant que tu arrives en off avec Bilal, c'est que on disait que même si on avait presque une détestation pour ce club, etc., le fait qu'on remet dans le contexte, à l'époque Mourinho arrive, qui est un espèce de jeune entraîneur avec des concepts de dingue, que Drogba vienne de Marseille, etc., je trouve que ça a rendu ce club à peu près sympathique avec ces images-là, alors qu'en fait on avait presque tout pour le détester à la base. Et puis t'as un truc qui se fait en fait plus du tout maintenant, et serait rigolo de s'y intéresser, c'est que Mourinho il arrive avec des joueurs de Porto. et en fait moi je trouve que ça renforce la tâche, parce que même toi t'es vachement curieux de voir ça va donner quoi concrètement Mourinho dans un big club, et en fait comme il arrive avec ses joueurs, en fait il englobe tout le vestiaire avec lui. Après, bien pour réexpliquer aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent,
le phénomène Mourinho à l'époque, c'est délirant. C'est-à-dire c'est- que le mec, il saute la Ligue des Champions Il gagne avec tout. Porto alors que personne ne le voit venir, etc. Le mec, il a. En fait, c'est dur à expliquer surtout- 20 ans après, machin, mais ce mec-là a révolutionné ce sport-là. C'est un des premiers coachs portugais universitaires qui avait vraiment des préceptes très établis. Le mec est passé Une partout. Enfin, communication de malade qui est choquante. à l'époque, qui est, Mourinho, c'est fou. Hein, Et surtout qu'en vrai, son titre avec Porto rentre dans le débat des plus grands exploits de l'histoire du foot. Oui. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais Porto qui gagne une Ligue des Champions dans cette époque-là, on est au début des années 2000 quand même, Mais avec- ça reste mais- gigantesque. Mais avec Dessy, si en finale Monaco gagne, c'est le plus grand exploit Et- aussi. et- C'est ça qui était- exactement. cette finale de Ligue des Champions était dingue. Ouais, Exactement. et parce que l'entraîneur de Monaco, c'est Didier Deschamps. Donc, enfin, c'est pas n'importe qui non plus, Ouais. tu vois. On est Non, quand même mais sur une c'est vrai que cuvée cette- assez cette finale exceptionnelle est en folle. termes de. Du coup, on reprend un petit peu le truc, les gars. On peut reprendre la chronologie du coup du passage du Mou à Chelsea. Donc du coup, tu as cette première année où ça marche super bien, il gagne le titre. La deuxième année, Pareil, deuxième année, encore un titre. Mais du coup, Mourinho finalement ne restera que 3 ans et finira par partir. Il n'aura pas réussi à avoir le grand objectif d'Abramovich, la Ligue des Champions. Sachant qu'à l'époque, et c'est peut-être du coup un changement en direction, etc. Moi, je me rappelle quand ça arrive, quand Mourinho gagne les 2 premiers titres, moi dans ma tête, parce qu'en plus on était en période où en France on avait Lyon et tout, moi je m'étais dit, bon bah ok, les mecs qui sont arrivés avec du fric, il y a Mourinho, ils vont marcher sur l'APL pendant 10 piges. Ça, j'ai eu une ère à la City, et en fait finalement, avec le caractère de Mourinho, etc., ça prend fin à un Mais moment. surtout, est-ce que t'as pas eu ce truc où moi j'étais, peut-être que j'étais jeune aussi, mais persuadé qu'ils allaient la gagner, la Ligue des Champions. En mode, Ah bah oui, tu moi ça me peux paraissait acheter- logique. En plus, comme c'est un des premiers clubs à Oui, on se investir disait que c'était beaucoup logique. d'oseille, tu te dis, bah ça y est, ils ont sorti le chéquier, ils vont gagner. Ils ont un bon coach, ils ont une bête d'équipe, ils ont un bête de neuf, ils ont Lampard au milieu qui est en train d'exploser. Tu te dis, ça va le faire. Et en fait, c'est là que la Ligue des Champions est quand même géniale. C'est que tu peux courir après pendant 15 ans, mettre Ouais. tout l'oseille que tu veux. Si ça se trouve, tu l'auras jamais, quoi. Un petit message à nos amis parisiens. C'est exactement ce à quoi donc, je au pensais. bout de 3 ans, Mourinho part. Et du coup, oui, l'histoire avec Mourinho, elle se finit à un moment. Il est remplacé par Avram Grant. Avram Grant qui. Elle se finit avec un très bon bilan au final. Hein. Oui, un très bon bilan, hein, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais en gros, Abramovich, comme tous les nouveaux propriétaires, est obsédé par la Ligue des Champions et elle a l'impression que Mourinho n'ira pas au bout. Non, et du coup, voilà, Avram Grant arrive, et à ce moment-là, surprise. On s'y attend pas, Mourinho part et c'est là où la première finale de Ligue des Champions a lieu. Il y a un peu un syndrome d'ailleurs à Chelsea de ce truc-là, du c'est changement d'entraîneur. Non mais c'est un peu, en cours et d'année. c'est un peu ce que j'allais dire à Chelsea. C'est toujours des Tuchel. entraîneurs où tu vois pas venir. Tuchel, Di Matteo, on en parlera. Ouais. Avram Grant qui font des finales de Ligue des Champions alors que c'est pas eux qu'on attend à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Et puis ils ont pas forcément fait grand chose. Non, derrière, hein. avant ou t'enlèves après. Tuchel évidemment, mais. Donc avec Grant, ils vont en finale de Ligue des Champions, ils la perdent au penalty avec un scénario dont on se rappelle. Et ce qu'on disait en off, une des plus horribles finales de Ligue des Champions. On Voilà, s'est fait chier tout le match, 0-0, ça c'est- finit au péno. Nico Anelka, petit ange, parti trop tôt. Exactement, loi d'une folie. Et derrière, il y a Scolari qui va venir. On va avoir du Gus Hiddink aussi. Gus Hiddink aussi qui va réussir à faire des choses. On a Carlo Ancelotti qui vient. Juste faire un Pour petit un doublé. point, je me permets de faire un petit Ouais. point Gus Hiddink parce qu'à l'époque il sort un peu de nulle part, je crois qu'il entraîne en Russie et comme il est pote avec Abramovich, il le fait, oui, c'est vrai. venir en mode dépannage et le gars il met l'effectif tout droit, l'équipe elle marche mais un Alors truc par de contre, ouf. si je dis pas de conneries, alors je crois que Gus Hiddink quand même ne vient pas complètement de nulle part. Je crois qu'il a disparu parce que je crois Oui, que dans oui, les non, années bien sûr. 90, Non, c'est non, un non, mec qui est c'est réputé. clairement. Ce que Moi, je je veux sais que dire- mon daron savait Non, non. très bien qui était Mais Gus bien Hiddink sûr, quand il arrive à Chelsea. évidemment, c'est pas ça que je dis, c'est qu'à ce moment-là, Oui, oui. il est enterré Oui, en il est en Russie, dehors du plus circuit, personne ouais, parle ouais. de lui et je crois que lui le foot de très très haut niveau, je suis pas sûr qu'il, tu vois. Et en fait, il vient parce que accointance avec Ouais, avec la Russie. avec Abramovich et il sort une fin de saison de malade et il y a cette demi légendaire contre le Barça dont La on est fucking obligé de disgrace. parler avec la fucking Avec le disgrace but d'Iniesta avec cet horrible débardeur jaune fluo. et Mais ce bel extérieur du pied. oui, celui-là. ouais, magnifique. et le but des siens à jamais oublié parce Ouais, que ouais. en fait on le cite pas mais il est presque plus beau. C'est genre une demi-volée barre en 30 à 25 mètres. Et c'est un qu'on cite rarement, un pour moi des joueurs les plus sous-cotés Je suis d'accord, des années mais 2000. complètement. Milieu Et de terrain énorme, à ce milieu de terrain moment-là, il est box-to-box sublime. magnifique. Il est sublime, Essien. T'as raison, c'est un des meilleurs milieux. Bon, il est rarement cité quand on parle des meilleurs milieux des années 2000, mais il est hallucinant. il est important. exceptionnel. Que ce soit à Lyon ou à Chelsea, ça a été. Donc après, du coup, après Gus Hiddink, on a Ancelotti. On a Carlo Ancelotti. qui fait 2 ans. Ancelotti et surtout qui fait un doublé Coupe Championnat. Ouais, qui est pas dégueulasse. Ouais, qui est pas. De toute façon, Ancelotti, quand il passe, il gagne. Hein, Ouais, souvent, et surtout, il y a un petit record, plus de 100 buts en championnat. C'était pas arrivé depuis 1963. qui a été battu seulement par City après, je crois. Hein. Avec fait. les 106, Ouais, la tout à saison fait, à 106, ouais. 107 buts.
Donc voilà, avec un Didier Drogba qui commence, qui fait des saisons à 29 buts, voilà. Donc là, on commence à mettre en place de quoi peut-être rêver d'enfin atteindre ce fameux rêve. Et en fait, une fois de plus, ça arrive une saison où, en fait, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu la saison avec Gus Hiddink, fucking disgrace, il y a eu Ancelotti, il y a eu Mourinho. La Ligue des Champions, si on l'attendait pas sur cette saison-là, où Abramovich fait venir un jeune coach talentueux portugais qui, à l'époque, quand il arrive, on s'est tous dit, putain, on dirait Mourinho en plus jeune. Le Special 2. Le Special 2, André Villas-Boas, qui arrive. Et donc, du coup, qui se fait limoger en milieu de saison parce que ça se passe pas bien du tout. Pour situer le bonhomme, il a entraîné l'OM, donc vous vous doutez bien que c'est pas lui qui a gagné la Ligue des Champions. Hein. J'ai pas donc, envie du de coup, il cracher sur mon se fait club, limoger en milieu de saison parce que ça se passe pas bien du tout. Et arrive à ce moment-là un mec un peu à la manière de Abraham Grant ou de Gus Hiddink. On sait pas exactement pourquoi il vient là, d'où il vient. Di Matteo. Et le mec arrive et il se passe ce qui se passe. Et je vais laisser Bilal nous raconter tout ça dans sa chronique. Et oui, mon cher Jules, j'ai voulu revenir sur cette année qui restera dans la mémoire de tous les supporters de Chelsea, la fameuse saison 2011-2012, la saison de tous les exploits. Un peu de contexte déjà, lors du mercato d'été, c'est le grand Carlo Ancelotti qui quitte le navire. La faute à un bilan trop faible en Ligue des Champions, après un 8e et un quart de finale sur les 2 dernières saisons. On est à un tournant pour l'ambition annoncée de Roman Abramovich qui est de remporter la Ligue des Champions. L'effectif est vieillissant, les cadres que sont Didier Drogba, Frank Lampard et John Terry ont 32 ou 33 ans. Le recrutement de Fernando Torres la saison précédente s'avère lui aussi être un échec. Bref, tous les signaux ne sont pas au vert. Carlo Ancelotti laisse sa place à un entraîneur en vogue qui est censé relancer cet effectif, André Villas-Boas. Faut dire que le CV du Portugais est plutôt sexy et ressemble à s'en méprendre à celui de l'homme qui représente le mieux le début de l'ère Abramovich, José Mourinho. Le Special 2, comme il est surnommé, vient de remporter le championnat, la coupe et l'Europa League avec le FC Porto. Il est recruté pour 15 millions, un record pour l'époque, avec de grandes ambitions. Ses débuts seront convaincants, mais petit à petit, Chelsea se voit larguer en championnat. L'équipe ne rassure pas, à part dans son parcours en Ligue des Champions où ils finissent premier de leur groupe de la phase de poule. L'occasion d'avoir un 8e de finale plutôt abordable, eh ben non, il tombe sur le Napoli de Lavezzi, Cavani et Marek Hamšík, une des équipes qui joue le mieux en Europe à l'époque. Et on va le sentir dès le match aller où Chelsea se fait littéralement bouffer 3-1 au San Paolo. L'objectif de l'année paraît plus que compromis et une semaine et demie plus tard, André Villas-Boas est limogé et laisse sa place à son adjoint Roberto Di Matteo. Un homme avec peu d'expérience d'entraîneur principal, mais qui connaît bien le club pour y avoir joué plus d'une centaine de matchs. Et c'est là que tout va devenir bien plus intéressant. Pour le match retour face au Napoli à la maison, les cadres savent qu'il s'agit probablement d'une de leurs dernières chances d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Et ils seront au rendez-vous pour réaliser l'exploit. Des buts de Lampard, Drogba, Terry, Ivanovic, les cadres, permettent à Chelsea de l'emporter 4-1 et de se relancer dans cette quête inespérée. Surtout que le tirage les régale pour la suite et les amène à affronter Benfica en quart de finale. Ils vont l'emporter tranquillement et les voilà de retour en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui ne leur était pas arrivé depuis 3 saisons. Et la fameuse fucking disgrace, oui, c'est le Barça qui se présente face à eux. Une vraie revanche à prendre donc pour Chelsea. Les hommes de Pep Guardiola sont tenants du titre et favoris. Et pourtant, au match aller, grâce à un but de Didier Drogba, c'est Chelsea qui l'emporte 1-0 à la maison. Le match retour s'annonce électrique au Camp Nou et il sera à la hauteur. Et les Barcelonais rentrent dans leur demi-finale tambour battant. C'est simple, à la 43e minute, Chelsea est mené 2-0 et évolue à 10-11 à la suite de l'expulsion de son capitaine John Terry. Globalement, là, normalement, c'en est fini des rêves des Blues, mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Ramirez va raviver la flamme en allant inscrire un lob que l'on a tous en mémoire et permettre à Chelsea d'être de nouveau virtuellement qualifié. Et dès le début de la deuxième mi-temps, le rêve est de nouveau sur le point de prendre fin, mais Messi envoie son pénalty sur la barre transversale de Petr Cech. Les Barcelonais continuent à assaillir la cage de Chelsea, mais rien n'y fait. Les Blues réalisent un véritable match de guerrier et Fernando Torres finit par clore l'affaire en allant inscrire un nouveau but dans les arrêts de jeu. Les Blues sont de retour après 2008 en finale de Ligue des Champions et là encore, tous les pronostics paraissent contre eux. En face, ce sera le Bayern Munich qui évolue à la maison pour cette finale. Et pour ajouter un peu de piment, Ivanovic, Ramirez, Meireles et donc John Terry ne seront pas présents. Mais bon, cette année-là, rien ne pouvait arriver à Chelsea en Ligue des Champions. Même le but à la 83e minute de Thomas Müller, après avoir dominé une grande partie du match,
n'empêchera pas Chelsea de réagir. L'égalisation viendra comme un symbole du grand Didier Drogba à la 88e minute. Même en prolongation, lorsque ce même Didier Drogba concède le penalty, Petr Cech, auteur d'une campagne de Ligue des Champions monstre, est là pour sauver les siens. Direction les penalties et la suite, on la connaît. Chelsea l'emporte et est au sommet de l'Europe au moment où on s'y attendait le moins. Une victoire de ses cadres revanchards et de leur résilience envers et contre tout. Bref, un parcours qu'on peut clairement ne pas aimer au niveau du style de jeu, mais qui restera dans la légende des fans de Chelsea et des amoureux de foot. Bon bah merci Bilal pour la chronique. Donc on se rend compte qu'une fois de plus Chelsea gagne avec des champions au moment où on ne l'attend pas, même si c'est ce que je disais en off, ce match contre le Barça en demi-finale est certainement un des matchs qui m'a le plus énervé à l'époque, tellement c'était un refus de football. Mais bon, soit, j'ai juste lancé des fléchettes sur le poster de Di Matteo que j'ai trouvé je ne sais où. Et on est encore une fois, désolé Jules, mais obligé de reparler du Barça qui se fait sortir en demi-finale, alors que moi je me rappelle très bien, j'avais dit à tous mes potes, non mais les gars, Chelsea vont se faire rouler dessus. Oui. Mais rouler dessus, ils vont pas voir le jour, ils vont se prendre. Mais ils ont pas vu le jour, hein, factuellement. Ouais, juste, ils ont su jouer leur coup. Et c'est ce qu'on disait un peu en déconnant avec Bilal avant que tu arrives, etc. Ce qu'on disait, en vrai, Di Matteo, ça ressemblait aux prémices du jeu de transition qu'on voit aujourd'hui, en étant très solide derrière et qui se projetait ensuite vers l'avant avec Drogba, Torres pour se relayer en pointe. Enfin, il y avait une idée de jeu, qu'on aime ou pas, il y avait une idée de jeu. On va aller assez vite, les gars, parce qu'on a envie de dire beaucoup de choses sur le rachat de Bully, etc. Sur les années contemporaines de Chelsea, du coup, après ce titre-là, on va passer plutôt vite. Chelsea reste quand même en haut du tableau, en participant avec des champions quasiment chaque année, en étant dans le top 4, enfin ils font partie du Big Four. Il y a avec Tuchel la deuxième Ligue des Champions. Est-ce que vous voulez qu'on en dise 2-3 mots quand même, parce que pareil, en vrai on l'attendait pas forcément. Moi personnellement je l'attendais pas sous Tuchel, parce que quand il arrive, Chelsea est plus ou moins au plus bas. Il faut un Kanté hors norme et un effectif qui se bouge le cul pour aller la gagner. Ouais, et puis en plus de ça, Tuchel il fait quelque chose d'assez simple que font des coachs quand ils arrivent, c'est de rassurer l'équipe. Et il a cette idée géniale d'alterner entre Kai Havertz en faux neuf et Werner, qui à l'époque mais pas un pied devant l'autre. Bah ouais, et qui pourtant était annoncé comme un futur crack. On se souvient tous de la finale et de la passe sublime de Mount pour Kai Havertz, justement. Des nouvelles de Mason Mount à Manchester? Tout va bien, je crois. Ouais. Mais ça, c'était écrit à des kilomètres, quoi. Enfin, tout le monde pouvait s'en douter. Et non, juste Tuchel a su créer en 6 mois ce que très peu de coachs ont réussi à faire dans leur vie. Donc c'est quand même intéressant à mettre. On se rappelle du rôle prépondérant qu'il a donné à Kovacic aussi, qui était un peu mis au banc. Enfin, il y a eu plein de trucs géniaux. On se rappelle aussi quand même que N'Golo Kanté est quand même du match, des demi-finales et de la finale, ce qui aide un peu quand t'as N'Golo Kanté qui marche sur l'eau. Enfin, bref, il gagne la Ligue des Champions à un moment où on ne l'attend pas, donc ça fait quand même 2 Ligues des Champions dans l'escarcelle d'Abramovich dans son mandat. Et évidemment arrivent des choses extra-sportives. Et donc, il va y avoir la revente du club que, en vrai, personne n'avait vu venir. Enfin, je veux dire, en dehors, personne n'avait pu anticiper le concept international et géopolitique. Peut-être Jean-Baptiste Guégan, pour le citer. Oui, mais Jean-Baptiste Guégan, souvent, il voit les trucs venir de très loin. Je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est gratos. et donc du coup, il y a la revente de ce club-là qui surprend un peu tout le monde avec un mec qui arrive qu'on connaît pas. Et je vais te laisser, Alex, dans ta chronique, nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est organisé et comment tout ça s'est fait. Ouais, une fois n'est pas coutume, Jules, si on veut raconter tout ça, on est obligé de commencer par la fin et remonter le temps. Et on va démarrer le 2 mars 2022 avec une décla d'Abramovich, justement. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club car je pense que c'est dans l'intérêt de tous, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du club. Sachant que quand il fait cette déclaration, on voit une lame de couteau sous sa gorge. c'est un peu l'idée, et c'est une phrase qui est censée mettre fin au récent déboire de Chelsea, parce que à cette période-là, le club est vraiment pas bien. Il faut dire aussi que le conflit ukraino-russe a pas vraiment laissé le choix à l'homme d'affaires proche de Vladimir Poutine et de Zelensky, parce qu'il n'était pas que dans un camp. Mais concrètement, comment on en est arrivé là? Alors, on en a parlé, en juin 2003, il rachète le club, 190 millions d'euros. Pour faire un bref résumé, il passe quand même 19 ans à la tête du club, il remporte 21 trophées, ce qui est loin d'être dégueulasse. S'il a laissé une très belle trace sportive dans l'histoire du club, à tel point que certains supporters, je ne sais pas si vous vous en rappelez, se sont mis à scander son nom
en plein conflit ukraino-russe. Je sais pas si c'est de très bon goût, mais en même temps, ils sont tellement en train de souffrir qu'on comprend qu'ils doutent un peu, les mecs. Et ben, les tensions pendant ce temps-là avec le Royaume-Uni, elles n'ont fait que s'accroître. Alors tu me diras, Jules, que des Anglais qui accueillent un milliardaire russe à bras ouverts, il n'y a rien de choquant, qu'il plus est en 2003. Et Après, moi, je veux bien accueillir des milliardaires russes à bras ouverts. Hein. Oui, bah, tant qu'ils trincent, je ne doute pas qu'il y ait un souci. On n'a pas d'odeur. On sait que Chelsea joue les troubles faits de temps en temps, mais c'est pas un club, un cadre de Première Ligue. Finalement, sous Abramovich, on a quand même 5 Premières Ligues, on a 5 Coupes d'Angleterre, 3 Coupes de la Ligue, 2 Community Shield, 2 Ligues Europa et 2 Ligues des Champions. C'est énorme. Vous avez entendu Bilal, on n'est pas sur des coupes en bois. Et quoi qu'il en soit, malgré l'attente inespérée de la Ligue des Champions dont on parlait tout à l'heure et le fait que tu as beau injecter de l'oseille et que tu cours après pendant des années, le pari est réussi et tout sourit à Chelsea, mais c'est là qu'arrive l'ombre de la main de Moscou dès 2018. Et en fait, je vous demande de vous rappeler de la tentative d'empoisonnement de l'agent double qui s'appelait Skripal par le Kremlin. C'est là que les sanctions commencent à tomber. Le visa de notre ami Abra, je me permets de l'appeler Abra parce que ça va plus vite, n'est pas renouvelé. Et il est alors contraint de s'exiler loin de Londres et de Stamford Bridge, notamment au Portugal et en Israël. Parce qu'il a évidemment réussi à avoir un passeport portugais et aussi parce qu'il a des origines israéliennes, ce qui explique aussi peut-être l'arrivée de Abraham Grant qu'on ne connaissait pas et qui était et qu'on ne connaît plus. Voilà. Une affaire qu'il avait également empêché à l'époque du projet du nouveau stade, parce que rappelez-vous qu'en 2018, il avait l'accord des autorités locales et que Stamford Bridge devait déménager et qu'on devait passer à un nouveau stade. Mais le pire est à venir pour Chelsea, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les tensions sont évidemment au maximal pour la majorité des pays européens vis-à-vis de Poutine. Et Chelsea est alors placé sous un statut spécial où concrètement, ils sont limités dans leur capacité de vendre des billets, d'organiser des événements et même de signer des contrats avec des joueurs. On estime, pour vous donner un ordre d'idée, que sur la saison 2021-2022, il y a près de 190 millions de pertes. C'est un communiqué du club, alors il faut le relativiser. Mais il y a près de 190 millions de pertes qui sont liées aux contraintes fixées par... Sachant que pour ceux qui n'ont pas aussi suivi l'affaire à cette époque-là, etc., Abramovich s'est pas fait taper dessus parce que c'était un simple ressortissant russe. Abramovich a eu un rôle très trouble dans les négociations Russie-Ukraine. En fait, il était très impliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ces sanctions-là. Je vais en parler. Non, je t'en prie, je vais en parler un peu après. Mais c'est vrai que on le sait très proche. On le sait très proche de Poutine. On le sait très proche de Zelensky aussi. On sait pas trop dans quel camp il avance. Déjà à l'époque de l'empoisonnement de l'agent double, on commence à se poser vraiment des questions. Lui, il communique mal. On sait qu'il y a du détournement d'argent pour financer des personnalités un peu trouble. Donc et puis rappelez-vous, quand en fait on n'en a pas parlé tout à l'heure et je me permets une toute petite digression, quand il arrive à Chelsea, tout le monde dit ce sera sa danseuse parce que c'est un oligarque et il va y avoir du blanchiment d'argent. C'est le premier truc, moi je m'en rappelle très bien quand il arrive, c'est le truc dont on parlait tout le temps quoi. Bref, il est face au mur, il est acculé, il a plus le choix, il doit vendre Chelsea et ça vaut désormais une petite fortune. Et c'est là que s'avance un énième milliardaire américain au style vestimentaire, Jules, tu me confirmeras ça, mais plutôt douteux, un dénommé Todd Boehly et son consortium d'investisseurs dont on vous parlera tout à l'heure. Le rachat est estimé alors à 4,97 milliards d'euros. Avec une petite spécificité, sur la totalité de l'investissement qui va être réalisé, 2,92 milliards d'euros seront affectés au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention d'en faire don à 100% à des associations, à des actions caritatives. Petite note, validée par Abramovich. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement britannique s'est dit il est hors de question que le mec fasse 3 milliards de plus-value, en fait beaucoup plus vu qu'il a racheté ça à près de 200 millions. Il faut que les actions qui vont représenter la plus-value de la revente soient gelées sur un compte et que ce soit en gros le gouvernement britannique qui débloque ces actions. Abramovich, il a bien compris le message, il commence à parler de la guerre et il dit que ça ira aux victimes de la guerre.
Oui, puis il y avait une histoire aussi avec enfin bref, on en parlera avec la fondation Chelsea aussi, où il avait revendu du coup plus cher la fondation Chelsea. Enfin, il y avait eu un micmac. Évidemment, tu te doutes bien que le gars est pas un petit perdreau de 3 semaines. Il dit donc que ça va aller aux Ukrainiens et aux Russes, et il s'avère que selon les derniers articles qui sont sortis, ça n'irait que aux Russes et peut-être même aux Israéliens. On n'en sait pas plus pour l'instant. Peut-être aussi que son empoisonnement, parce que oui, il a été empoisonné selon le journal Forbes et confirmé par plein de médias. Il a été empoisonné à Kiev alors qu'il œuvrait pour la mise en place de négociations entre représentants russes et ukrainiens en mars 2022. Peut-être que ça a joué, possible. Quoi qu'il en soit, c'est une autre page de l'histoire du club qui s'est ouverte le 30 mai 2022 avec l'arrivée d'un esthète du foot, j'ai nommé l'ami Bolly. Ouais, l'ami Bolly, un vrai esthète du foot, un esthète de la vie en manière générale. Moi, je le regardais, je me rappelle le premier match du rachat où il est venu assister en tribune, etc. Déjà, tu sentais que le mec comprenait pas exactement ce qui se passait. Je crois qu'à un moment, il s'est levé quand il y a eu une égalisation adverse. Il avait l'air de croire que c'était pour lui. Et il me faisait penser, un vieil oncle qui connaît rien, qui s'endort le dimanche après-midi devant un match de foot. Bah, la première phrase célèbre, c'est que Chelsea est au plus mal en championnat. Ils doivent jouer le Real en Ligue des Champions. Et il dit on va les taper 3-0 là-bas. Ouais, facile. Ils ont perdu 2-0. Mais merci pour ce petit rappel chronologique. En fait, et je voulais aussi dire un mot, on n'a pas beaucoup parlé aussi, mais je vous encourage tous parce que j'avais lu pour préparer l'émission un article de l'équipe. C'est sur l'équipe Explore, c'est toujours des bons articles. Un article d'Antoine Bourlon sur Marina Grasnovskaya, qui était un peu la femme de l'ombre de toutes les années 2010 de Chelsea, qui est la directrice générale de Chelsea et qui a été en grande partie responsable. Donc voilà, on n'a pas le temps de développer là-dessus, mais je vous encourage à lire cet article-là parce que c'est une personnalité intéressante. Et on va y venir du coup à notre ami Ted Bolly sur le rachat de ce club-là. En vrai, un investisseur qu'on n'avait pas trop vu venir, j'ai envie de dire dans le sens où autant quand Abramovich arrive au début des années 2000 à Chelsea, on voit venir personne parce qu'on n'était même pas au courant qu'il y avait des mecs qui pouvaient arriver avec leur fortune pour acheter le club. Là maintenant, on va dire que quand on a su qu'Abramovich voulait vendre, on avait 2-3 noms en tête parce qu'on commence à les connaître, ces salopards. Mais là, Ted Bolly, j'en ai jamais entendu parler. Le mec arrive, rachète Chelsea. Est-ce qu'on peut en dire un mot avant de s'intéresser à l'organisation du club actuellement? Todd Bolly, du coup, effectivement, on le connaissait pas. Ouais, toi tu le connais bien, Bilal, donc je vais te laisser en parler un peu parce que je crois que tu t'es pas mal renseigné sur le bonhomme. On a un petit peu regardé, effectivement, en gros, c'est un fils d'émigré allemand, parti de Kazirien. Tu m'as fait peur au début. Parti de Kazirien, donc la belle histoire. Il fait ses armes en finance dans diverses banques. Il passe chez Guggenheim Partners, c'est important pour la suite, on en parlera un peu plus tard. Avant de fonder Eldridge Partners en 2015. Il va diversifier son portefeuille, investir dans l'assurance, l'immobilier, l'e-santé, la tech, l'hôtellerie. Un mec on a envie d'être amis avec lui. Voilà, il va se régaler. Sa fortune est aujourd'hui à 5,3 milliards d'euros. Les chiffres en tout cas aux alentours de ça. Mais étonnamment par rapport à ce qu'on disait, il paraîtrait connaître le sport. En tout cas, il investit dans le sport. Il détient 20% des Dodgers de Los Angeles. On parlait de Guggenheim Partners. Guggenheim Partners détient les Dodgers. Et en off, tu me faisais un parallèle à McCourt, ça ressemble. Oui, c'est un peu le McCourt 2.0. La réussite est plus élevée, parce que 5,3 milliards. 2.0. Ouais, c'est ça. McCourt 2.0. Il détient aussi des parts des Lakers. Il est rentré au capital en 2021. Il a aussi des parts de Los Angeles Sparks. C'est l'équipe féminine de Los Angeles. Il est placé globalement dans le sport, donc c'est quelque chose pour lequel il a beaucoup d'attrait. C'est un mec que nous on connaissait pas, mais qui traîne assez dans le milieu un peu depuis quelques temps. En plus, il voulait acheter depuis un moment des clubs. Il avait essayé d'acheter Tottenham en 2019. Il se fait refuser par le bon Lévy, qui n'a pas accepté l'offre. Il avait déjà fait une offre aussi pour Chelsea à hauteur de 3 milliards. Donc voilà, il a fini par réaliser ce qu'il souhaitait. Et en parlant des Dodgers d'ailleurs, il a pas mal de critiques vis-à-vis des femmes des Dodgers qui aujourd'hui ont une masse salariale qui est la plus élevée de l'histoire même de la MLB, donc la compétition de baseball américaine, qui est à 285 millions par an. Ça fait des charges quand même. Et surtout que initialement, je sais pas s'ils ont les tickets resto du coup. Pas sûr. Mais du coup, il avait contracté aussi. Il avait fait un truc qu'avait fait la famille Glazer à Manchester, c'est-à-dire contracter un prêt pour acheter les parts et rembourser avec les revenus du club. Oui, bien donc, sûr, du coup, forcément, ça, en général, ça génère quelques critiques. Mais voilà, du coup, c'est quelqu'un qui a bien réussi, qui est le PDG de sa société, une société d'investissement privé, et qui, voilà, du coup, voulait depuis longtemps, en tout cas, exister dans le monde du foot. Transition. Tu connais des mecs qui ont réussi dans les affaires et qui se sont plantés dans le foot ? 2-3. Ouais. Et ça a pas raté.
Non, mais donc du coup, il arrive. En vrai, on le connaît pas trop, etc. Nous, ce qui nous intéresse, je pense que je vais élargir le spectre à nos auditeurs qui ont dû avoir la même réaction de nous, du style de dire bon, on va pas juger, on connaît pas, on va voir ce qu'il va faire sportivement. On a rapidement vu que sportivement, c'était un peu chelou ce qui se passait. Est-ce que tu peux nous dire de qui l'a entouré, notre ami Ted Boehly, parce que c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé en fait cette transition-là. Parce que mine de rien. Et je te laisse la parole tout de suite, Bilal, mais mine de rien, Abramovich a mis de la thune, mais au fur et à mesure, il a quand même mis beaucoup de mou sur l'exécutif en laissant des gens compétents en place, etc. Donc quand Boehly arrive, tout est à refaire. Ouais, et puis il a pas mis autant de thunes aussi vite. Hein. Oui, aussi. Et faut savoir que Todd Boehly n'est pas seul, c'est Blueco. Un consortium d'investisseurs américains qui a racheté et qui est officiellement propriétaire. Voilà, qui est officiellement propriétaire, qui a racheté le club. Donc dans Blueco, il y a 4 gros acteurs. Il y a Todd Boehly, on vient d'en parler suffisamment, on va en reparler plus tard, ça ira. Il y a aussi Clear Lake Capital, qui est un fonds d'investissement dont Bedad Ekbali, ça aussi il faut le retenir, qui est un des cofondateur. Pareil, lui aussi, on est sur une fortune estimée à plus de 4 milliards. J'aime bien le lapsus sur la fausse thune. Mais qui, du coup, lui, serait un grand fan de foot. Et c'est d'ailleurs avec lui que Marc Keller a traité en direct pour le rachat de Strasbourg. Clear Lake Capital, pour représenter un petit peu ce que c'est, ça gère plus de 72 milliards d'actifs. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il y a aussi Mark Walter, je vous parlais tout à l'heure de Guggenheim Partners, c'est le président de cette structure qui détient du coup les Dodgers, avec qui Todd Boehly est copropriétaire. Et il y a un milliardaire suisse qui s'appelle Hans-Georg Wyss, qui est le fondateur d'une entreprise de fabrication de matériel médical, Synthes. Alors lui, il n'est pas du tout impliqué dans le sport. J'ai l'impression au début, là, on est dans une mauvaise vanne. Genre, il y a un Suisse, un Allemand, un Juif qui rachètent un club. Ouais. Voilà, et du coup, en gros, il y a aussi une logique qu'ont un petit peu les Américains pour ces investissements. Ils ont un certain attrait, c'est que faut savoir que aux États-Unis, les sociétés de capital investissement peuvent pas détenir plus de 20% du capital d'une franchise. Du coup, les clubs anglais ou même les clubs de football sont assez intéressants. On a vu que Silver Lake avait investi 585 millions dans Manchester City en 2019. Redbird Capital a pris une participation de 624 millions dans Fenway Sports Group qui détient Liverpool. Donc ils ont un certain attrait pour ça. Et puis ils ont vraiment une volonté. On en parlait aussi en off, etc. Si ces 4 mecs-là se regroupent pour créer Blueco et racheter Chelsea, c'est pas non plus absurde. C'est que la valeur de Chelsea est extrêmement stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Abramovich avec Chelsea, c'est-à-dire que Stamford Bridge aujourd'hui, c'est même plus qu'un objet de football. C'est ce que je disais. Il y a 250 salles de réunion, il y a des hôtels, il y a des machins. C'est un investissement en général en vrai de vrai. Par rapport, on est sur un autre level que quand tu rachètes un club de foot en France. Pour expliquer vite fait, un club de première ligue. Pour expliquer vite fait à ceux qui nous écoutent, c'est que tu achètes un club en France, tu achètes le club. Vraiment, tu achètes le club, les actifs, c'est les joueurs, basta. Ouais. En Angleterre, là, tu achètes Chelsea, c'est une vraie boîte, une entreprise avec un patrimoine immobilier, avec machin, etc. Tu risques pas grand-chose dans ton investissement. Et ces mecs-là ont certainement fait la thune. Ce que tu me disais, Bilal, c'est que souvent, les Américains, quand ils viennent, c'est pour faire de l'oseille, c'est pas non plus pour l'amour du sport. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Jules, parce qu'on va voir en détaillant après. Ok, il y a plein d'actifs, et pourtant, avec toutes les conneries de Boehly, ils se sont quand même retrouvés à avoir trop de joueurs par rapport aux infrastructures. Donc ça dit aussi quand même que le mec est allé très très loin dans la déconne et l'achat. Ils font bien n'importe quoi quand ils veulent. Donc du coup, juste entre les... Du coup, là, il y a ces 4 mecs. On a compris qui a racheté ça. C'est un espèce de consortium de milliardaires qu'on tous... À mon avis, on n'a pas trop à les plaindre. Qui arrive là-dedans et qui rachète ça. C'est Boehly qui est mis en avant. En tout cas, c'est lui qui est la face immergée de l'iceberg. Et du coup, comment s'organise l'exécutif du club ? Déjà, il y a un truc sur lequel je veux revenir, que vous disiez, oui, Stamford Bridge, c'est un beau stade, etc. Mais en réalité, un des gros objectifs de Todd Boehly et de Blueco plus globalement, c'est de moderniser les infrastructures. Quand je dis ça, je pense au stand de formation, mais aussi agrandir Stamford Bridge. Aujourd'hui, Stamford Bridge, ça fait 42 000 places. Eux, un de leurs objectifs, c'est de l'agrandir ou même de reconstruire un nouveau stade. Donc, pour générer plus de revenus, c'est vraiment un des objectifs importants pour eux. Et je pense que... Et c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu la connerie des Anglais des années 2010, c'est qu'ils ont fait un truc qui était génial, c'est qu'ils ont fait des stades, des espèces de mini-villes où c'est des centres commerciaux à l'intérieur, machin, ce qui fout un peu la merde quand tu veux l'agrandir. Parce que t'as pas juste à démonter une tribune pour l'agrandir, c'est que là maintenant, du coup, faut démonter tous les magasins, les hôtels, les machins. Ouais, mais Stamford Bridge, c'est pas du tout ça.
parce que mais je suis allé visiter le stade et Oui, tout. moi aussi. S'il date T'as de qu'à faire un autre 1905, quand même, hein, tu vas. Enfin, je veux dire, c'est pas le Madison Square Garden. C'est Non, pas. mais Tu vois, Stanford Bridge, enfin, non, c'est pas l'Emirates t'as non pas- plus. Mais Stanford Bridge, t'as quand même un niveau d'hospitalité, c'est ce que je dis. Je crois que t'as plus de 240 salles de réunion à l'intérieur. Enfin, ils vivent en dehors du foot, c'est ça que je voulais dire. Ouais, bien sûr, mais on n'est pas non plus sur un stade ultra moderne. Non, tu non, vois, mais avec je voulais expliquer des ça. Et c'est infrastructures. ce que tu disais, c'est qu'en fait, par rapport au stade anglo-saxon, ça paraît un peu ridicule. Par rapport au stade français, c'est lunaire. Enfin, Ouais, je veux dire, ouais, bien sûr. je veux dire, Ouais, les, c'est vrai, les c'est stades vrai. français, c'est des stades de foot, ils servent au foot. Point barre. Donc quand tu veux démonter, tu démontes 3 tribunes, tu les refais et basta. Là-bas, je sais, il y a quand même des salles de réunion, Oui, des c'est vrai, machins, c'est des vrai. magasins. C'est pas énorme par rapport à l'Emirates, au Tottenham Hotspur Stadium, qui sont des espèces d'énormes villes dans la ville, mais ça reste quand même plus compliqué. Donc ouais, je te redonne la parole, Bilal. Tu nous expliquais que du coup, il y avait des projets d'agrandissement Ouais, de nouveaux propriétaires. ils veulent développer. Et ceux qu'on appelle les insoumis de Blueco. El Famoso. Mais du coup, effectivement, il n'y a pas que ça. En fait, là, il y a une levée de fonds qui a eu lieu d'ailleurs en septembre 2023. Ils ont levé 500 millions d'euros en plus, du coup, avec le fonds d'investissement Ares. Et c'est justement pour soutenir des projets de développement qui concernent, donc on l'a dit, l'agrandissement du stade, l'amélioration des infrastructures, mais aussi le développement d'une galaxie. Blueco, on a vu, Strasbourg a été racheté aussi par Blueco. Ils ont vraiment cette volonté d'avoir une stratégie Le multi-club. Vitesse Arnhem est encore sous la soupape de Chelsea, je sais pas. Alors, Parce en fait, que à l'époque, attends. Abramovich avait commencé avec le Vitesse. On Ouais, se rappelle ouais, de mais tous c'est- les prêts qu'il y avait eu aux Pays-Bas Oui, où il mais en s'était fait, fait épingler. c'est etc. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que les deux clubs ont jamais fait part d'un partenariat officiel. Ah, c'était un... ah oui, Ah c'était non, les c'est- pseudo-partenariats en de l'époque. gros, Ah oui, donc c'est comme Monaco et le Cercle de Bruges. Je Non, sais que parce que c'est des... ça, c'est lié. c'est des- Ah, C'est ok, des clubs bon, satellites, ça, par voilà. contre. Ok. Là, c'est des documents Cercle de qu'on Bruges est officiellement un club Ouais, satellite. c'est un de club Monaco. satellite. Bah, d'ailleurs, on en parlera Ok. plus tard, mais il y a Lawrence Stewart qui est aujourd'hui à Chelsea, qui s'occupait essentiellement de la relation entre Monaco Ok, et le donc Cercle de en Bruges. fait, Chelsea Vitesse Arnhem, c'était un faux partenariat, enfin un Exactement. partenariat fantôme, mais il n'y avait pas Et d'officialisation. en fait, c'est des documents qui ont fuité, qui ont été révélés par le Guardian, mais en soi, il n'y Ouais. a jamais eu. Il y a jamais On eu se rappelle, de- merci le Guardian, à partir du moment où Chelsea prêtait 12 joueurs par saison au Ah Vitesse oui, Arnhem, oui, non, mais bien sûr. on avait un petit indice. Salut, ça va, Torgan Hazard. Et donc du coup, là pour le coup, on rentre dans un vrai concept de club satellite avec Chelsea qui a été racheté par Blueco. Ouais, ils ont complètement voulu changer de mode de fonctionnement du club. Déjà, au niveau de l'organisation, Todd Boehly l'a dit, l'a plutôt déclaré, il veut s'inspirer des modèles de City, de la Galaxy, Red Bull, etc. au niveau de la multipropriété. Au début, on avait Marina Granovskaya, dont tu parlais tout à l'heure, mais au début, quand Todd Boehly arrive, elle s'en va. Et derrière, c'est Todd Boehly et le fameux Bedad Ekbali, dont on a parlé tout à l'heure, qui joue le rôle de directeur sportif et négocie directement tous les transferts. Donc c'est eux qui vont gérer tous les gros sujets. Eux, dans leur mentalité, l'entraîneur ne s'occupe que de coacher et pas du recrutement. Et d'ailleurs, ça va créer assez vite des tensions avec Tuchel, qui va quitter le... Bah, qui en va même quitter temps, le tu lui proposes Neymar, le mec il a quoi Ouais, mais lui, il va quitter le navire pour des Il a eu un désaccords. PTSD quand il a entendu Neymar. Et du coup, voilà, il y a des désaccords mercato, il va pas être forcément d'accord. Et, je pense qu'il faut découper du coup en deux parties vraiment le règne Todd Boehly. C'est marrant parce au que niveau tu sais, de- on est déjà sur 2 ans, il faut déjà découper. c'est qu'au début, donc quand Marina Granovskaya s'en va à la suite de l'arrivée de Boehly, le directeur sportif, c'est lui. C'est Todd Boehly avec Bedad Ekbali, dont on a En parlé même plus temps, tôt. il a quand même mis de l'argent, il a le droit de jouer avec son jouet. C'est vrai, t'as complètement raison, mais du coup, il joue le rôle de directeur sportif. C'est lui qui négocie directement. Typiquement, les choix Mudryk ou Enzo Fernandez, c'est des choix que eux vont négocier. On a vu la belle négociation au niveau des prix. Ouais, mais tu peux en parler, c'est qu'ils amènent. Et il est dur en affaires. Hein. Oula, attention, parce que Todd, tu lui dis 90 millions, il dit 80, tu lui dis 15. 87, ok 110. Voilà. Mais avec une nouveauté, c'est que c'est les premiers contrats de 7 ans qu'on voit apparaître dans le foot, Oui. alors que nous, on était habitués à des plafonds à 5 ans. Il y avait eu Declan Rice, je crois, qui était arrivé avant. Declan Rice qui avait signé un contrat Ah, longue durée Arsenal, il avec, fait, non, avec West Ham. Ah, Avant, déjà, il avait signé, ouais, je il savais me semble pas, qu'il avait, je savais qu'il pas, avait tu déjà vois. signé. Je savais pas à Oui, mais vérifier, en fait, mais, là où ce que dit Alex, c'est que en fait, on l'a vu sous Ted Boehly, la répétition de signatures ouais. jusqu'en 2029, etc. alors, complètement pour des raisons, pour des raisons ouais. comptables, Pour l'amortissement, quoi, voilà, ce qu'on appelle pour l'amortissement, l'amortissement, exactement. Pour l'amortissement, et du coup, ça, c'est des choses qu'on a vu faire. Mais en fait, voilà, pourquoi je voulais parler Sachant de... que ça a été légiféré depuis. Hein. Oui, bah Oui, là, bah, maintenant, c'est 5 ans. Alors, ouais, c'est un pseudo 5 ans. Non, en gros, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, tu peux signer un contrat de 8 ans, Voilà, mais ça veut dire que c'est mais 5 ans d'amortissement. l'amortissement, voilà, l'amortissement est sur. Non, mais Au niveau comptable, ça reste 5 alors, ans. du coup, juste, je fais une demi-parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être moins
connaisseur du sujet, c'est qu'en gros, en fait, avant, ils se permettaient de signer du coup des contrats de 7-8 ans, ce qui fait que le prix du transfert est divisé en 7 ou en 8 en fonction du nombre d'années de contrat. Et en fait, du coup, c'était un peu de la triche parce que du coup, tu achetais des mecs 100 millions sur 10 ans, tu payais 10 millions par an. Là, ça leur permet, entre guillemets, d'amortir le contrat. Et en fait, maintenant, l'amortissement est limité à 5 ans. Tu peux toujours avoir un joueur sous contrat pendant 8-9 ans, mais tu devras en fait régler tes étrennes, entre guillemets. On vous encourage à aller écouter le Comex et David Guzman pour ça, qui exactement. en parle beaucoup mieux que nous. Mais imaginez juste que, en gros, quand un club dit on a acheté un joueur 100 millions, eh ben, ils n'ont pas lâché 100 millions direct. Et l'autre club, quand il se dit on l'a vendu 100 millions, eh ben, ils n'ont pas eu 100 millions direct dans leur caisse. Mais ça ne leur empêche pas de dépenser l'argent quand même à hauteur de 100 millions. Et pour comprendre la suite, allez écouter. Et donc c'est pour ça que tous les clubs européens se portent si bien financièrement. Voilà. Mais du coup, voilà, bon, en tout cas, il y a 2 parties. C'est une première partie, comme je vous le disais. Du coup, donc, où Ted Bolly, en gros, joue avec sa Barbie. Il est un petit peu en train de jouer, comme tu dis. Ils font des choix, ils ont une sorte de vision où la volonté, c'est de recruter, déjà de dégraisser. En vrai, ça, il y a un truc dont on parle pas assez, c'est que, mine de rien, ils sont débarrassés d'énormément de joueurs à gros salaires. On parle des stratégies d'amortissement. Dans la première partie de Ted Bolly, il se débarrasse de joueurs. J'ai l'impression que c'était en deuxième phase. Tu te débarrasses de Rudiger, tu te débarrasses de Werner, tu te débarrasses de Jorginho. Oui, il y a du gros salaire qui saute. Et part en prêt. Et ça, même Abraham, là, non, il rentre aussi ou il part Abraham, avant. c'est pas avant. Il part avant, je crois. C'est un an avant, il me semble. Peu importe. Mais du coup, en gros, ils essayent de vraiment dégager du monde, mais du coup, de faire rentrer du monde. Ouais, c'est ça. Parce qu'aussi, il y a des. Ça va, Benoît Badiachil. Il y a des pertes à compenser de la reprise du club avec les sanctions qu'on pesait sur. Sur encore Chelsea, les sanctions. on n'était pas loin de la grosse galère. Et aussi de joueurs qui n'ont pas pu être prolongés et donc de contrats qu'ils ont traînés, de joueurs qu'ils n'ont pas pu vendre et où en fait là il est temps de remettre de l'ordre entre guillemets. Donc en fait il y a un peu une envie de cleaner tout ça quand Bolly arrive, donc mine de rien sans qu'on le voit parce qu'en fait tout le monde a retenu le premier mercato dingue de Bolly, mais il y a eu aussi du dégraissage. Ouais, ils ont dégraissé, ils ont ajeuni l'effectif, mais on repart à ce qu'on disait tout à l'heure, le modèle à la Leipzig, à la City. Ils ont recruté pour ça Christopher Vivel, qui est venu en tant que directeur technique, qui vient du groupe Red Bull, et qui lui était là justement pour gérer la stratégie de multipropriété. Il arrive en décembre 2022, il est reparti en juillet 2023. Mais en même temps, ce qui est pas mal, c'est qu'avant, le City Group et Red Bull s'emmerdaient un peu à se refiler les mecs. Ouais. Maintenant, s'il y a Bluco qui arrive, ça va faire une tournante à 3, ça fait ça va très vite avec eux parce de variété. Mais t'as aussi, par exemple, on peut parler du staff des kinés de la cellule médicale qui était vachement réputé à Chelsea. Ouais. Et, attends. Oui, je sais ce que tu veux dire. C'était vachement réputé parce que la médecin de Chelsea était vachement réputée. Est-ce que tout le monde était content quand elle allait sur le terrain? C'est pas du tout de ça dont je voulais parler. C'est que quand il arrive au club, malgré la réputation de la cellule médicale et de l'ensemble des kinés, c'est The Athletics qui avait sorti l'info en disant qu'en 3 minutes sur Zoom, il avait viré tout le monde. Donc c'est te dire le temps qu'il laisse aux gens à performer et à s'installer. Non mais donc du coup il y a quand même eu un côté où il arrive, il veut tout remettre à zéro. Il veut tout remettre à zéro, mais il y a surtout un autre paramètre au niveau de la direction sportive, parce que je pense qu'il faut finir ça pour revenir sur le sportif, sûr. Etc. C'est que donc ce Christopher Vivel va partir. Au final, ils ont fini par trouver. Attends, lui, il est resté combien de temps? Je t'ai dit, il est parti. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il est resté 6 mois. Donc le gars, il devait avoir une vision plus globale. Apparemment, c'était compliqué. Je parlais tout à l'heure de Tuchel, qui lui, pareil, dès qu'il y a un mercato, en fait, il a compris que Boehly, ça allait être compliqué de bosser avec. Mais du coup, en fait, ils ont trouvé une structure aujourd'hui, qui est celle qui existe maintenant, où il y a 2 co-directeurs sportifs. Attends, et juste parce que je sais un peu de quoi tu vas parler, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, que tout le monde se remette bien, on va dire, la chronologie en place. Depuis quand ils ont trouvé cette structure? Elle existe depuis quand, cette structure? C'est depuis cet été? Non. Alors, en gros, c'est un peu compliqué. C'est qu'en gros, effectivement, c'est pour ça qu'il faut découper un petit peu les mercatos de Chelsea. Le mercato de l'été dernier, c'est bien la nouvelle structure qui l'a géré. D'accord. Mais avant, c'était Todd Boehly et... voilà. Donc on va dire que la nouvelle structure dont on nous parle, la première pierre effective qu'on peut voir en réalité, c'est de l'été dernier. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de juger aujourd'hui ce qu'ils font, mais du coup, il y a eu 2 co-directeurs sportifs. Donc, un qui s'appelle Paul Winstanley, qui est l'ancien responsable recrutement de Brighton, qui est arrivé en novembre 2022.
en même temps que Graham Potter, ou quasiment, ou un peu après, mais en tant que directeur du scouting international. Donc il n'avait pas du tout ce rôle-là. Quand tu prends un mec comme ça à Brighton, c'est pas complètement con. Parce que tu vois les recrutements de Brighton. Non, mais complètement, c'est un très bon choix, en tout cas dans l'idée. Mais du coup, 1 an plus tard, il devient co-directeur sportif avec Lawrence Stewart, qui est l'ancien directeur technique de Monaco, qui, comme je le disais tout à l'heure, s'occupait de la relation avec le Cercle de Bruges, donc qui a un peu cette vision comment gérer différents clubs, clubs satellites, etc. Donc bien dans la logique de la multipropriété. Et du coup, ils ont deux tâches. D'un côté, tu as Stewart qui est plus sur la performance des joueurs, quand Win Stanley, c'est plutôt les négociations, la gestion des talents. Et on a un peu le sentiment que Todd Boehly s'est un peu écarté de l'exécutif. de l'opérationnel, de tout ce qui peut toucher au recrutement. Et donc, du coup, on a 2 mecs plutôt solides qui sont en place actuellement. On a 2 mecs plutôt donc solides. Toi, ta position, ta théorie par rapport à ça, c'est de dire laissons le temps à Chelsea, ça va finir par le faire. Alors c'est plus compliqué que ça parce que en réalité quand on regarde l'été dernier c'est vrai que les recrutements sont pas cons quand tu vois le David Datro Fofana bon ça a moyen marché mais là Burnley ça a bien marché machin. Nicolas Jackson ils mettent des pièces sur des mecs parce qu'il y a eu les transferts ronflants qu'on a tous vus mais ils mettent aussi des pièces sur le futur qu'on voit pas forcément tout de suite. En fait c'est ça, c'est le truc, c'est que c'est un projet long terme. Todd Boehly arrête pas de le dire, ça peut être aussi une façon de se défendre quelque part, mais en tout cas c'est un projet long terme. Ils veulent investir sur des prospects de moins de 25 ans avec des contrats longs, ils veulent dégraisser au niveau de la masse salariale et ils veulent construire petit à petit, ils veulent rénover les infrastructures. Donc, du coup, tu nous finis un peu l'organigramme comme ça, après on peut justement parler de tout ça tous les trois. Est-ce que tu peux finir ce que tu me parlais tout à l'heure justement de le nom qu'il fallait retenir, Bédad, qu'on allait revoir? Justement, Bédad Eghbali qui joue en gros Bédad Eghbali dont je te parlais joue le directeur sportif avec Todd Boehly. C'est lui qui au début était là. D'accord. Et en fait, Todd mais Boehly, là c'est quoi son rôle à Bédad aujourd'hui? Bédad continue à être donc un actionnaire important de la structure. D'accord, mais lui il s'est reculé de l'exécutif aussi. Lui il est moins reculé que Todd Boehly apparemment selon donc, les. En gros lui il fait un petit peu la gestion entre Stewart et pardon j'ai oublié son nom, l'autre de Brighton. Entre le mec de Monaco. Si tu veux, tu as Todd Boehly et Clearlake Capital. Clearlake Capital, c'est le gros fonds d'investissement dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est Bédad Eghbali qui est cofondateur de ce fonds-là. Et du coup, lui, il est beaucoup plus proche du sportif. C'est lui le grand fan de foot. Et Todd Boehly commence petit à petit à s'écarter un petit peu de tout ça. Donc lui, il est plus ou moins. Et il est plus discret dans sa communication aussi. Bédad est plus ou moins DG, quoi. Voilà, il commence à débarquer. Exactement. Donc en gros, on a une vision un peu générale maintenant de l'organigramme de Chelsea. C'est qu'en fait, on a Boehly qui met la thune, qui s'est mis un peu en retrait. On a Bédad qui gère un petit peu le fonctionnement du club en général et certainement ses investissements autres dont Bilal parlait tout à l'heure, c'est-à-dire certainement le centre de formation, l'agrandissement du stade, ce genre de choses. Et on a une nouvelle cellule sportive, donc avec les 2 mecs que tu as cités qui sont Stewart qui vient de Monaco et Win Stanley qui vient de Brighton. Donc en vrai, Monaco-Brighton en termes de recrutement international, c'est quand même pas dégueulasse. Donc on peut se dire qu'avec le renouvellement qu'il y a eu cet été, en fait finalement l'ère Todd Boehly a commencé cet été. Et du coup, maintenant, les gars, parce qu'on est obligé de s'interroger quand même de tout ça, c'est est-ce qu'on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui déconne à Chelsea aujourd'hui? Parce qu'en fait, tout était réuni, entre guillemets, pour bien marcher. Tu as des mecs compétents qui viennent d'autres clubs qui ont déjà fait leurs preuves. Ils font venir Pochettino, qui est un mec qui sait faire les trucs, machin. Et pourtant, cette saison, en vrai de vrai, ça déconne à plein tube. Je veux dire, il n'y a même pas un semblant cette saison de se dire, OK, ça construit ça, c'est que ça déconne. Non mais et puis on peut remonter à la saison d'avant. Alors Bilal a très bien expliqué les structures qui sont en place et le cap qu'ils sont en train de se donner. Il y a 250 joueurs sous contrat à Chelsea. Enfin, c'est complètement délirant. Il y a 5 gardiens, il y a les défenseurs. Là, j'étais en train de recompter. Juste pour rigoler, je vais vous citer tous les défenseurs que vous connaissez, pas les noms improbables que vous connaissez qui sont sous contrat à Chelsea. Badiachil, Chilwell, Colwyn, Cucurella, Dizazi, Fofana, Malo Gusto, Reece James, Malang Sarr, Thiago Silva. Et encore, il y en a d'autres qui ont joué qu'on ne connaît pas. Il y a Madsen qui est parti en prêt. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est un peu ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu as l'impression. Alors, du coup, ça va peut-être changer avec la nouvelle cellule sportive, mais tu as l'impression qu'ils ont dégraissé pour refaire les mêmes conneries. Parce que moi, je suis désolé, mais si tu fais venir un mec de Brighton et un mec de Monaco pour foutre 100 millions sur Caicedo,
je veux dire, à ce moment-là, moi, passe-moi un coup de fil. Hein. Je te prends 3 tickets resto, une place à la cantoche, une place de parking et ça suffit. Non, mais, et si on reprend dans l'ordre, il dégage Tuchel et en fait, c'est même plutôt Tuchel qui se barre parce que, comme l'a très bien dit Bilal, il n'est pas du tout en accord avec la nouvelle politique sportive. Il balance des noms, mais complètement délirants. On disait que quand Abramovich est arrivé, on entendait tous les noms de la planète, mais là, c'était 2 fois pire. On disait en gros, qu'il n'y a que Chelsea qui pourrait racheter Neymar pour sauver le PSG. Alors moi, je tiens à préciser que je les remercie grandement pour les 28 millions posés sur Leslie Ugochukwu qui a été vu comme un basketteur aux alentours de la Vilaine. Non mais parce que ce que je veux dire, juste, je te laisse finir juste après. Moi, c'est que j'entends ce que me dit Bilal, ce qui m'explique sur du coup la première truc où Belly a fait un peu de la merde, il a joué avec son truc et machin, et que derrière dans ce que me raconte Bilal, moi je suis un auditeur externe, je me dis putain cool, le truc est raisonnable, ils ont mis en place une structure, un organigramme, ok cool. Mais cet été, moi, je considère en tant que suiveur de foot qu'ils ont fait n'importe quoi. Ça sert à quoi de mettre cet organigramme en place pour foutre 30 millions sur Ugochukwu, pour mettre 80 millions sur Lavia qui n'a pas joué un match, 105 millions sur Caicedo parce que pas avoir un joueur, mais jamais de la vie tu mets 105 millions dessus. Madueke, en fait, ça servait à quoi de faire bon, mais non mais ils sont tous bons, hein. Tu les reprends tous. Caicedo c'est bon aussi. Lavia c'est bon. Caicedo pour le moment c'est très compliqué. Chelsea, mais quand il a joué c'est pas trop vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tout est bon, mais je veux dire, on n'a pas fait venir là. Non, mais au-delà de ça, c'est contexte de merde. Attends, moi je voulais juste reprendre dans l'ordre. Du coup, Tuchel se barre, ils prennent Graham Potter. Qui sort de saison excellente. Je me rappelle très bien de tes réserves à ce moment-là. Jules, tu m'avais dit non, moi je vois très bien ce mec échouer complètement dans un gros club. Il échoue complètement. Graham Potter est un mec que j'adore, si ce n'est potentiellement un des coachs que je préfère sur la planète. Je dis juste qu'à Chelsea, pour moi, dans ce bourbier, c'était une connerie. En revanche, réécoutez notre épisode qu'on avait sur Brighton il y a 1 an et demi. Pour moi, ce mec est extraordinaire. Bien sûr, il est génial. Il arrive à Chelsea, au bout de 6 mois, il est en dépression, il a envie de se foutre en l'air. Il faut savoir qu'à cette époque-là, et on en parlait tout à l'heure, mais il est obligé de faire 2 entraînements par jour. Parce que l'effectif est tellement conséquent qu'il ne peut pas se contenter d'un seul entraînement. Il y a trop de joueurs, il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de staff, il n'y a pas assez de cônes. Il est obligé de faire 2 entraînements. Comment tu veux concentrer un effectif professionnel, créer une cohésion d'équipe avec... presque 4 équipes, tu vois. Donc on est dans le délire complet. Ensuite, ils prennent Pochettino qui sort d'un échec qu'on peut considérer comme un échec au PSG, qui est un mec qui a été brillant avec Tottenham, qu'on a tous kiffé à ce moment-là, certains avec des réserves, d'autres avec moins, qui arrivent là-bas, et pareil, le mec il est éteint, quoi. Il n'y a pas de flamme, il y a rien, quoi. Ils font des choix. Juste un autre exemple de recrutement délirant, le prêt de Joao Félix, qui est peut-être le mec que j'attendais le plus dans l'histoire du foot, tellement je le trouvais beau et tout ça. Mais c'est quoi l'idée ? Il faut un prêt payant à 11 millions d'euros pour 6 mois. Ça n'a aucun sens. Sachant que Joao Félix a montré à Chelsea et montré actuellement à Barcelone que c'est très loin d'être un mauvais joueur et qu'on peut encore en attendre de la part de ce mec-là. Juste, c'est une très bonne transition que tu me fais, Alex. On va arriver sur la fin du podcast. Maintenant qu'on a dit tout ça, on a donné beaucoup d'éléments aux auditeurs qui nous écoutent sur ce qui se passe actuellement à Chelsea, sur l'organisation de Chelsea actuellement, sur les propriétaires, etc. La question maintenant, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Chelsea ? Est-ce que le problème, c'est l'entraîneur ? Sauf que c'est ce qu'a dit Alex en creux dans son intervention, c'est qu'en fait, Chelsea commence à ressembler, et sans vouloir leur faire peur, à un club malade comme peut l'être United, où peu importe les coachs qui passent, peu importe les joueurs qui passent, ils perdent tous leur niveau en passant. Est-ce que le problème, c'est le fait qu'on leur ait peut-être pas laissé assez de temps, qu'ils sont en train de déblayer, parce que beaucoup trop de joueurs, parce que machin, il faut que la nouvelle structure se mette en place ? Quel est le problème ? Et je vais vous lancer, les gars, sur la deuxième question et donc sur la fin du podcast. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour Chelsea, avec les recherches que vous avez faites, avec le regard que vous avez ? Qu'est-ce que vous voyez en creux à moyen, long terme pour Chelsea ? Donc, je vous laisse aller sur les 2 trucs. Donc, quel est le problème aujourd'hui au présent et qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir de Chelsea ? On en parlait au début du podcast. Todd Boehly, il a des parts dans plein de franchises, etc. Mais il n'a jamais été numéro 1. Et ça n'a absolument rien à voir d'être le numéro 1, de donner cette direction sportive-là. Je pense que ça se voit, il tâtonne. C'est compliqué de tâtonner avec autant d'argent, mais en tout cas, il fait des choix qui sont assez étonnants. Moi, en fait, je pense qu'il y a une logique, en tout cas financière, qui peut être intéressante dans le sens où tu rajeunis ton effectif, tu mets une structure en place avec des gars qui ont réussi ailleurs, etc. Tu prends plein d'assets en te disant, en fait, je vais peut-être réussir à les bonifier, je vais en vendre 2-3, ça va me faire une plus-value, je vais
je vais aussi baisser ma masse salariale. Enfin, Donc, tu vois, je pense dans que la l'idée, stratégie est principalement financière. je pense qu'à la base, elle l'aime, et en se disant que ça va aussi lier avec le sportif, parce que si tu prends les meilleurs jeunes, dans la logique, tu peux créer une équipe. Sauf qu'en attendant, tu as un numéro 9 Nicolas Jackson dans ton effectif, tu n'en as qu'un seul, alors que tu as recruté 19 défenseurs, tu as 2 gardiens. Bradé Abraham à la Roma. Tu vas chercher Robert Sanchez dans les buts. Alors, je suis désolé, mais genre c'est pareil. Oui, je suis d'accord. C'est très faible. Je comprends même pas l'idée. Je comprends l'idée de prendre des défenseurs aussi, de prendre autant de défenseurs, mais en fait, j'arrive pas à comprendre l'idée. En fait, moi, je vais revenir à une idée de base. Sportive. Moi, je vais revenir à une idée de base sportivement que tout le monde connaît dans le foot, etc. C'est que, et en vrai, ça se vérifie. Ça, pour le coup, c'est un principe qui se vérifie tout le temps. Tu veux une équipe solide qui va traverser un peu un bon championnat, une coupe, machin, etc. Il te faut une colonne vertébrale, c'est-à-dire il te faut un gros goal, un gros défenseur central, un gros milieu, un gros attaquant. Et c'est vrai que quand tu confies les clés du Camtar, comme vient de dire Bilal, à Nicolas Jackson et Robert Sanchez, faut pas non plus espérer. Enfin, en vrai, moi, on remonte 4 ans en arrière. Tu me dis dans 4 ans, à Everton, en pointe, tu auras Nicolas Jackson et Robert Sanchez. Je te dis oui. Oui. À Chelsea, moi. Mais bon, c'est une stratégie comme une autre. Après, il y a une Nkunku, la blessure aussi. Enfin bref. S'il gagne la Carabao Cup, là, parce qu'ils sont en finale contre Liverpool, est-ce qu'on a le même discours aussi, tu vois? Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que directement, au final, 1 an et demi après, dans un projet qui est chaotique et qui a plein de défauts, en fait, tu te retrouves avec un titre. En gros, juste, je te laisse reprendre. Du coup, pour toi, le problème de la stratégie sportive, c'est qu'en fait, elle a accumulé des joueurs, que ce soit au milieu ou en défense, sans pointer des postes spécifiques. Et c'est ça qui fait que ça déconne aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera après, mais est-ce que Pochettino est l'homme pour ça? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a. On en parlera après, donc tu me développes maintenant. Je sais pas si c'est. En tout cas, il y a un truc, c'est qu'il demande à lui à être plus impliqué dans les décisions. J'ai l'impression que les gars en haut recrutent sans questionner le sportif, le coach, ses besoins. Et Tuchel, justement, est parti à cause de ça. Et que du coup, on se retrouve dans un cas où, en fait, j'ai le sentiment que le coach ne décide pas de qui recruter. Ils ont aussi pas de chance parce qu'ils ont énormément de blessures depuis 2 ans. Donc, en fait, j'ai l'impression que tout s'accumule, avec des joueurs qui aussi, eux, s'accumulent, et t'arrives pas à trouver un projet de jeu. Parce que c'est ça la base. Du coup, c'est un sacré merdier que tu nous décris là quand même. Et en plus, Pochettino, il a une pré-saison quand même. J'ai interrogé Alex sur les mêmes choses que toi, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu vois là à moyen long terme pour Chelsea? Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que avec ce qu'ils ont mis en place, ça va déblayer un peu, ça va faire des trucs? Qu'est-ce que tu vois justement de tes projections pour ce club-là? En gros, j'espère pour eux en tout cas que ça va justement dégraisser encore cet été. En gros, ils vont vendre un petit peu, qu'ils vont justement cibler des postes intelligemment. Oui, parce que là, ça a l'air ingérable. Voilà, avoir une planification sportive juste évidente, parce que quand t'as autant de moyens, que t'en fais autant de merde, je pense que c'est. Mais après, par contre, je pense qu'il faut être patient sur ce projet-là. Et je pense que de toute façon, ils seront probablement pas européens en fin de saison. Donc, Et toi, tu m'as dit en off que tu y croyais. Moi, je crois dans le fait que ça finira par fonctionner. Je pense que ça fonctionnera pas cette année. Ça fonctionnera probablement très peu l'an prochain, mais que ça finira par fonctionner parce qu'à force de se tromper, tu trouveras les hommes qui trouvent. À moyen terme, le temps qu'ils fassent le ménage et qu'ils tâtonnent, ça va finir par le faire. C'est ça, pour moi, il y a beaucoup de ça. Toi, Alex, pourquoi ça marche pas aujourd'hui et qu'est-ce que tu vois à moyen long terme sur Chelsea? Tout à l'heure, tu as dit ce qui fait une grande équipe, c'est la colonne vertébrale. Moi, je te dis ce qui fait un grand club, c'est la colonne vertébrale de la direction. Le président préside, il fait des sorties dans la presse quand ça va pas, il critique les arbitres de temps en temps, il accapare l'attention médiatique. Le directeur sportif, avec l'entraîneur, s'occupe du recrutement et comble des brèches là où il y en a besoin. Et l'entraîneur entraîne et a ses joueurs qui le suivent. Il n'y a rien qui se passe comme ça à Chelsea. Oui, tu dis comme Bilal, tu as l'impression qu'il n'y a aucune communication entre toutes ces phases-là. Parce que Bilal l'a mieux dit que tout le monde. C'est que en fait, on a un Américain capricieux qui a lâché 600 millions sur 2 fenêtres de mercato, qui est bientôt, voire je crois, à dépasser le milliard d'investissement. Alors que ça fait 2 ans qu'il est là. C'est complètement sidérant. C'est du grand n'importe quoi. Donc moi, en fait, on peut blâmer aussi Pochettino, le choix de Pochettino et tout ça, mais en fait je vois pas, à moins de la fameuse recette, et c'est ce qu'on dit tout le temps, il faut revenir à un peu de raison, quoi. Il n'y a qu'un club qui pourrait les sortir de cette situation, il n'y a qu'un Guardiola, nanana. Tu sais, c'est tout le temps pareil en fait. C'est soit le manager, il a une énorme gueule et c'est lui qui fait la loi et l'ordre dans le club, mais si on attend que le club se structure de lui-même... Et encore, j'ai envie de dire que c'est plutôt faux, que c'est des légendes qu'on a crues, mais en fait, si tu regardes bien, quand Klopp arrive à Liverpool,
Il arrive à Liverpool au moment où Liverpool se structure de manière intelligente derrière lui. Pareil avec City, avec Guardiola, où en fait City est très bien structuré. Et comme par hasard, quand Arteta arrive à Arsenal, au moment où Arsenal se structure avec Edu, etc., où la confiance est renouvelée en lui. Donc en fait, un coach tout seul ne fait jamais rien. Bien sûr, mais ils ramènent quand même leurs hommes. Regarde un Emery à Aston Villa. Il a ramené tout son board, mais vraiment partout. Et la question, c'est de dire si Emery un jour ça va pas, ben là, va falloir licencier 25 personnes parce qu'il y a du Emery partout, à tous les postes. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là où tu as raison, non, mais c'est un entre-deux. Quand la colonne vertébrale d'un club a une scoliose, comme par exemple le PSG, tu peux ramener n'importe quel coach, ça va déconner. Bah voilà. Donc du coup, pour toi, c'est le bordelico actuel, il est lié à ça. Et puis est-ce que tu es aussi optimiste que Bilal pour le moyen long terme? Bah pas du tout. Enfin, toi, tu penses que ça va continuer comme ça? À moins que, en fait, les hommes dont tu as parlé, fondamentalement, ils ont quel pouvoir par rapport à Boehly, tu vois? Bilal dit que Boehly s'est reculé quand même dans l'exécutif. Donc il laisse le pouvoir à ces mecs-là. Ouais, comme tu disais toi au dernier mercato, Jules, moi j'ai pas trouvé qu'il avait reculé et qu'on était plus sur une piste raisonnée. En gros, pour résumer à tout le monde, c'est que t'as la position de Bilal qui dit il faut leur laisser le temps, ils commencent seulement le ménage. Et t'as la position d'Alex qui dit. Ah, mais après il traîne dans le ménage, je te le dis, on dirait moi le lendemain de soirée. Et t'as la position d'Alex qui dit les mecs qui sont en train de faire le ménage avec le cul et ça va prendre 15 ans. Exactement. Et donc, bon, écoutez les gars, on verra bien. De toute façon, on n'a pas la vérité aujourd'hui. Donc on verra bien qui de vous deux a raison. En tout cas, on va finir là-dessus, à moins que vous vouliez rajouter un dernier mot sur le Chelsea Football Club, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Chacun se fera son avis. C'est en train de se structurer, c'est balbutiant, donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, on va conclure l'épisode là-dessus. Je vous remercie encore tous de nous suivre toujours. Je vous rappelle qu'on a un nouveau partenariat avec la revue de l'After, qui est vraiment une revue vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Parce que ça, c'est super quali. Il y a des intervenants vraiment de qualité, avec des reportages, des articles au long cours, des éditos. Enfin, vraiment, il y a tout. Donc foncez là-dessus et on est ravis d'avoir un partenariat avec eux. Et nous, on se revoit dans 15 jours pour un nouvel épisode sur une nouvelle équipe qui coule. Et on sera ravis de la couler un peu plus. Exactement. Allez, ciao. Allez, ciao.